Bonjour à tous. Nous sommes ravis encore une fois d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet de ESG. Vous avez bien compris qu'on est passionné depuis le temps. Et donc, on va parler de l'intégration de l'ESG dans le business model de la banque. Peut-être déjà, pour être sûr que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez commenter dans le chat qui est à votre disposition? N'hésitez pas aussi à me dire comment vous avez connu l'AVGES. Est-ce que c'est votre premier webinaire? Vous avez déjà participé à d'autres webinaires qu'on a organisés? Comment vous avez été au courant de ce webinaire? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est aussi important. Alors, donc on a Léla qui est en train de répondre. Effectivement, bonsoir Léla. Oui, bonsoir. N'hésitez pas, hein, effectivement, dans ce webinaire, vous n'allez pas pouvoir poser des questions en vocalement, mais par contre, dans le chat, vous pourrez poser toutes vos questions et moi, je serai donc votre hôte ce soir. Donc, je vais vraiment avoir la charge de relayer toutes les questions et avec Fabienne, on va faire le maximum pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ce webinaire est enregistré, ça veut dire que vous allez avoir un replay d'ici 2-3 jours de tout ce qu'on va échanger aujourd'hui. Et aussi, vous aurez accès au support de cette formation, de cette présentation, puisque si vous écrivez à l'adresse qui s'appelle contact@ages.com, vous pourrez avoir accès au support de cette présentation. Donc, nous allons partir sur un échange d'à peu près 1 heure. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et j'aurai la charge de vous répondre par rapport à ça. Donc, merci Léla pour l'initiative. Nous sommes aussi ravis. Hein. Je ne sais pas si les autres, à part Léla également, nous entendent. N'hésitez pas à commenter dans le chat pour que je sois sûre que c'est parfait pour tout le monde au niveau du son. Et après, on va commencer. Ce webinaire est organisé par l'AGES, hein, qui est un organisme de formation qui existe depuis près de 40 ans et dont nous sommes spécialistes sur les métiers du chiffre. Hein. Donc, c'est à la fois conformité, contrôle interne, compta, contrôle de gestion, risk management, assurance et banque, entreprise d'investissement. Personnellement, je suis donc Evelyne Niotu en charge du pôle prudentiel ESG, c'est-à-dire que je m'occupe des formations autour de tout ce qui est risk management, BAL 3 et ESG pour les banques et les entreprises d'investissement. Je vais laisser Fabienne se présenter aussi. Bonjour, je suis consultante en gestion des risques ESG et j'accompagne les acteurs du secteur financier, banque et assurance et aussi les entreprises de différents secteurs dans tout ce qui est définition des stratégies pour la gestion des risques ESG et principalement le pilotage des indicateurs extra-financiers. Voilà. Et donc en fait, ce webinaire c'est un peu un point de continuité hein, avec la grande série de webinaires, notamment sur l'ESG qu'on a commencé depuis la fin de l'année dernière et qu'on a continué cette année. L'idée c'était vraiment de vous donner un panorama assez large de ces sujets. Et avec Fabienne sur les derniers webinaires, on s'est attaché à vraiment dérouler les sujets, notamment sur les canaux de transmission du risque ESG, sur le risque de crédit et sur les autres risques bancaires traditionnels. On a parlé la dernière fois des sujets sur les reporting parce qu'on a passé, c'était la saison des reporting, hein, donc on a passé beaucoup de temps à produire ces reporting-là et c'était un peu une prise de recul sur ces reporting. Et aujourd'hui, on va quand même attaquer un point qui est important, qui est l'intégration de l'ESG dans la chaîne de valeur, dans le business model et finalement aussi dans la stratégie de la banque. Et ça va être finalement une étape clé pour pouvoir construire le fameux plan de transition climatique que quasiment tous les tests réglementaires nous demandent aujourd'hui.
Alors Fabienne, finalement, si on regarde notre agenda, on va avoir donc on va parler des modèles financiers durables, on va parler de ce que c'est qu'un business model durable et comment finalement on fait cette analyse un peu risque, opportunité et impact sur le risque ESG. Et la première question, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce que finalement Fabienne, c'est un défi d'intégrer le ESG dans le business model bancaire aujourd'hui, parce qu'on sait, on nous a dit déjà dans quasiment toutes les présentations qu'il faut le faire. Mais pourquoi c'est complexe? Pourquoi c'est compliqué? Eh ben, cela, il est fait parce que dans le sens où il y a un décalage temporaire important qu'il faut bien prendre en considération entre les éléments financiers et les éléments extra-financiers. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un pilotage des éléments financiers, nous sommes à un reporting trimestriel, semestriel et annuel, donc plus ou moins avec les clôtures du bilan et les phases intermédiaires avec le pilotage des résultats. Par contre, aujourd'hui, pour avoir un retour sur les initiatives en termes de gestion des risques extra-financiers, le temps et d'horizon est beaucoup plus lent. Il faut commencer déjà avec au moins 1 an pour voir les premiers résultats, et sinon on est entre 2 ans et 3 ans pour déjà vraiment commencer à constater et mesurer réellement la performance ou la non-performance par rapport aux éléments extra-financiers. Donc on se retrouve aujourd'hui à devoir intégrer, à naviguer entre les éléments à court terme, des éléments financiers, comme on a dit, à horizon de 3 mois, de 1 an, voilà, avec les clôtures de bilan, et avec aujourd'hui les premiers retours, les premières mesures qui peuvent vraiment être effectuées en termes de performance ESG, qui vont être, eux, sur 2 ans et 3 ans. Ça, c'est déjà une première dichotomie qui peut arriver entre les deux. La deuxième chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on va donc se retrouver avec des outils complètement épars dans l'entreprise. D'un côté, on aura la rentabilité, d'un autre côté, on aura les matrices de risque, les gestions des risques. D'autre côté, on va pouvoir avoir les mesures d'impact et puis d'autre côté, on aura tout le système de reporting. Et souvent, ces éléments ne se chevauchent pas entre eux et qui arrive qu'à un moment, on récupère des infos à un instant T pour faire un reporting, mais en termes de vrai pilotage, cela reste encore à faire et encore quand même assez difficile d'intégrer. La troisième chose, c'est qu'au fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'impact, certes, on commence toujours dans la logique aujourd'hui de lorsqu'on parle d'impact, de pouvoir minimiser, en tout cas au minimum, de pouvoir en tout cas chercher à minimiser son impact, ses externalités négatives, mais à un moment, il faut bien passer à un moment où là, j'essaye juste de ne pas faire beaucoup de vagues et à un moment où je commence réellement à générer réellement de l'impact positif. Et ça, on va voir que ce n'est pas évident pour les entreprises, surtout qu'aujourd'hui, la problématique a été beaucoup pensée en termes de reporting et non en termes de stratégie. Donc ça, on l'a vu pour ceux qui n'avaient pas encore vu sur les les 2 précédents webinaires, mais voici autant d'éléments qui vont faire que ces problèmes d'intégration vont pouvoir aujourd'hui avoir des difficultés, en tout cas au milieu bancaire, pour pouvoir les intégrer dans les modèles tels qu'on connaît aujourd'hui de gestion des risques au sein d'une banque. Au cœur de cette problématique d'intégration de l'ESG dans le business model se pose la question de la conjugaison entre la performance financière et la durabilité. Alors, c'est une question qui est quand même assez structurante, parce que quelque part, on est d'accord pour faire de la durabilité à condition que ça ne remette pas en cause notre PNL. Alors, comment on réconcilie ces notions? Comment il faut procéder? En fait, il faut voir que aujourd'hui, l'essence même d'une entreprise, donc lorsqu'on parle aujourd'hui de toute entreprise qui va exister, c'est qu'à un moment, il y aura son reporting financier qu'on connaît, qui va se matérialiser au travers du compte des résultats et son bilan. Donc, ça veut dire qu'à un moment, pour moi, c'est un faux débat dans le sens quand on parle de matérialité financière et de la matérialité impact, puisqu'au final, la matérialité impact peut être considérée comme une matérialité financière différée dans le temps. Je m'explique. C'est comme si entrer dans une même pièce
le point d'entrée se fait par deux portes, soit ce sont des éléments extra-financiers, donc entre autres l'ESG, qui vont me permettre aujourd'hui de générer des facteurs de risque qui pourront se traduire en des risques, on verra ça plus tard, soit des éléments aujourd'hui financiers qui vont faire qu'une fois que ça va entrer, ben, j'aurai toute une panoplie des risques qui vont sortir. En sortie, on n'aura qu'une seule porte, puisque la vie d'une entreprise va se résumer au travers de son bilan et de son compte des résultats. Il nous faut pouvoir comprendre que nous pouvons avoir en termes de points d'entrée des éléments extra-financiers, tout comme des éléments financiers, mais qu'au final, pour pouvoir les mesurer de manière concrète, soit de façon, on peut dire, potentiel, donc dans le sens qu'on va pouvoir anticiper, par exemple, l'impact financier, soit des moments avérés si réellement ça se traduit au sein de mon compte des résultats ou de mon bilan. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup d'entreprises doivent pouvoir travailler, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'une matérialité à impact, d'accord, je considère les éléments extra-financiers, ok, en l'occurrence ESG, mais au niveau de mon entreprise, comment cela se traduit? Et ainsi, ça me remet, moi, responsable de ce qui me provient, donc de ce qui me concerne. Par exemple, si on voit le risque de biodiversité, ben, soit moi-même, je suis dépendante à l'écosystème, soit c'est moi qui ai un impact, soit ce sont des politiques aujourd'hui réglementaires qui peuvent me demander de le faire. Mais ça veut dire qu'à un moment, moi, en tant qu'entreprise, pour que cela n'ait un sens, il faudrait que je puisse comprendre, ben, si cette biodiversité, par exemple, va jouer sur mon rendement, mes opérations, et ben, par exemple, comment cela va se traduire. Donc, c'est aujourd'hui le fait de dire, OK, matérialité impact, matérialité financière. Au fait, il faut savoir que c'est vraiment les deux faces d'une même médaille et que dans ce point d'entrée, dans ces deux points d'entrée, ben, forcément, la sortie n'est qu'une, ben, c'est la matérialité financière. Et donc, c'est important vraiment d'avoir cette idée-là en tête, hein, de l'idée que la matérialité d'impact, c'est une matérialité financière différée dans le temps. On l'a vu hein, dans des scandales comme celui d'Orpea, dans le scandale d'autres entreprises qui avaient des pratiques environnementales ou éthiques très contestables et que lorsque le scandale est arrivé, ça a été un peu fatal pour la structure. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est parfois un malentendu, comme le dit Fabienne, de considérer que on peut en fait choisir d'aller dans un sens ou dans l'autre, ou éventuellement l'intégration de l'ESG serait optionnelle parce que ça pourrait remettre en cause la rentabilité. Mais il faut quand même avoir en tête que le débat reste toujours ouvert parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de retour de bâton par rapport à l'ESG, puisqu'il y a plusieurs qui disent peut-être que la dynamique s'essouffle, et donc c'est important de rappeler que en fait c'est un débat qui n'est toujours pas clos et qui a encore besoin de pédagogie pour expliquer pourquoi en fait ce n'est pas optionnel. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de réglementations nous parlent de faire des analyses d'impact, risque, opportunité. Est-ce que c'est la bonne piste pour intégrer l'ESG dans le business model, ou alors il faudrait procéder autrement, Fabienne? C'est la bonne piste dans le sens lorsqu'on a aussi eu cette formation où on a vu qu'au final, je pars de mon activité et que forcément, en mettant en considération mon activité, en prenant l'impact sur les 3 piliers de développement durable, hein, qui est les personnes, la planète et les profits, puisque c'est le sens de l'entreprise, c'est de pouvoir générer les profits. On a également vu que c'était pertinent, effectivement, de comprendre où étaient mes incidents négatifs, hein, où étaient aujourd'hui les incidents négatifs, les externalités négatives que je pouvais générer, où étaient les risques auxquels j'étais exposée et où en était l'opportunité. Ça, c'est une évaluation plus ou moins qualitative parce que ça va dans le bon, en tout cas, ça doit être fait dans le bon sens de aujourd'hui. On l'a vu lorsqu'on a analysé avec les chaînes de valeur, on a analysé le business model. Ben, on a vu qu'aujourd'hui, dans un business model durable, on doit pouvoir mettre les éléments et les 3 et comprendre, au fait, dans mes différentes étapes, hein, on avait vu qu'on avait 7 étapes, les entrées, les processus, les sorties, les impacts, ben, où je me situe en termes de risque, d'opportunité ou d'impact. Mais cette évaluation qualitative, et c'est là où le bas blesse, en fait, n'est qu'un début de réflexion lorsqu'on parle d'une entreprise. Puisque au final,
une fois qu'on a eu cette première partie de revue qualitative, il faut pouvoir monétiser, puisque quelque part, je dois pouvoir comprendre aujourd'hui quel est l'impact financier qui va résulter de certains de ces éléments. Et aujourd'hui, la façon dont les pilotages sont faits au sein des entreprises, ou la façon dont aujourd'hui c'est fait, si je parle dans le cadre, par exemple, de gestion d'un portefeuille d'une banque, il est aujourd'hui très difficile de venir chiffrer monétairement un impact, une opportunité et parfois même un risque, alors qu'on pourrait se dire le risque en principe devait être fait aisément. Donc c'est vraiment là où aujourd'hui le gros du travail doit pouvoir être fait et de comment on va pouvoir les monétiser, puisqu'à ça fait dire qu'à ce moment-là, on passe dans des choses concrètes, puisqu'aujourd'hui, on a des rapports CSRD qui sont assez volumineux, avec des informations qualitatives, mais lorsqu'il en vient aujourd'hui de pouvoir chiffrer les potentielles pertes ou les potentiels résultats qui pourraient bénéfices, puisqu'on n'est pas là que pour parler des problèmes, mais bénéfices qu'on pourra en tirer, c'est là où le travail, il reste encore beaucoup à faire, et c'est tout justement là où ça va faire le sens pour les entreprises d'avoir effectivement une gestion de risque ESG, puisqu'on va comprendre les mécanismes, et on l'a parlé dans nos deux précédents webinaires, ces mécanismes de transformation ou comment je quitte des facteurs extra-financiers pour passer à des indicateurs financiers. De la même manière qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une revue de due diligence, on les fait sur des ratios financiers. Aujourd'hui, la logique des ratios financiers, on va reprendre des éléments, on va calculer des ratios et ces ratios, on va pouvoir les interpréter. Et ces interprétations vont pouvoir aujourd'hui venir alimenter la prise de décision qui va être fait en fonction de la situation financière de l'entreprise. Ce travail n'a pas été fait réellement pour les ratios extra-financiers parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de boîtes qui peuvent aujourd'hui produire des ratios extra-financiers, pouvoir les interpréter, pouvoir dire avec des seuils de décision, les mécanismes de décision qui sont faits, les seuils d'alerte, les mécanismes de décision qui vont être faits. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un des grands points, puisque de la même manière qu'on drive les ratios financiers, il devrait aujourd'hui avoir des ratios extra-financiers pour pouvoir arriver à ce niveau de cohérence et d'adhésion en termes de gestion de risque. Après, certains vont nous dire que la difficulté, c'est aussi le manque de méthodologie, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est peu mature, il y a beaucoup d'empirique, et c'est aussi peut-être le manque de méthodologie très opérationnelle et éprouvée, qui freine un peu la dynamique du passé du qualitatif quand tu parles au quantitatif. Aujourd'hui, c'est très différencié d'une banque à l'autre et la méthodologie n'est pas encore mature. Mais effectivement, ça fait quand même, c'est déjà important d'avoir le constat et de continuer à travailler dans ce sens-là. Effectivement, tu nous parles de business model durable. Peut-être qu'il faudrait déjà commencer par définir cette notion de business model durable, comment elle s'applique aux banques, et est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur cette notion-là? Ok. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui du modèle durable, ça veut dire aujourd'hui quels sont les corps métiers de la banque. Ok. Donc, et aujourd'hui, lorsqu'on va regarder la banque, soit au travers du financement, soit au niveau du crédit, de l'investissement, on va pas parler des assureurs, mais on va se dire c'est qu'à un moment, la banque va devoir se projeter sur la fiabilité d'une contrepartie, d'un projet, et que sur base de ça, sur les éléments de rendement d'un sur-investissement qui vont être attendus sur base de ce projet ou sur base dans le sens qu'aujourd'hui, si on est le crédit, est-ce que le crédit est viable? Est-ce que aujourd'hui, la capacité d'emprunteur du prêt est aujourd'hui stable et donne aujourd'hui toutes les garanties pour pouvoir être en mesure de rembourser son crédit? On est vraiment dans cette logique que je disais financière, puisque lorsque je vais aller prendre un crédit en banque, qu'est-ce qu'on va me demander? Mes 3 dernières fiches de paie. Donc, c'est pour voir déjà si j'ai un contrat déjà en CDI, si mes revenus des 3 derniers mois. Donc, c'est autant d'éléments quantitatifs aujourd'hui que ce soit pour tant au niveau des individus
qu'au niveau des entreprises que la banque va pouvoir définir des indicateurs de performance financière à court terme pour pouvoir initier un deal. Eh ben, c'est ça aujourd'hui. Donc, si maintenant, puisque dans le business modèle durable d'une banque, je viens à comprendre, parce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, que tous ces éléments d'indicateurs de performance financière peuvent aujourd'hui être mis à mal, et comme on l'a déjà dit, par des éléments extra-financiers. Or, quand je mesure une rentabilité financière à court terme, ces éléments extra-financiers, eux, comme on l'a vu, vont être décalés dans le temps. Donc, il me faut peut-être avoir compris ou avoir eu l'info de comment l'entreprise a réagi face à certains événements et de se dire aujourd'hui quelle serait cette performance et comment elle a pu intervenir dans les 2 dernières années, sachant qu'on est dans un contexte d'évolution où ces éléments qu'on appelle des facteurs et risques extra-financiers feront de plus en plus pression sur les différents types d'entreprises, sur les différents types de secteurs d'activité, alors soit au travers de la chaîne de valeur, soit au travers du réchauffement climatique, soit au travers des pressions sociales, économiques, des enjeux sociaux, politiques, j'en passe, de tous ceux qui vont venir être mis en pression. Comment moi, une banque aujourd'hui, et là, on l'a déjà parlé, et je crois que c'est le bon sens, je veux me contenter à du court terme sur un bilan pour pouvoir aujourd'hui dire, ben voici la projection financière et ne pas prendre en considération tout ce qui va arriver. Du coup, il faut maintenant que dans les KPI qui vont driver la banque, puisqu'aujourd'hui la banque aura vocation toujours à financer l'économie, comment aujourd'hui, pour que le business model durable d'une banque, qu'elle continue à donner, à financer, à être acteur de financement, quels sont les éléments aujourd'hui qui vont venir un peu enrayer la machine? Et c'est ça qu'on attend du business model d'une banque, c'est de pouvoir maintenant intégrer tous ces éléments, ces facteurs extra-financiers. Et je quitte un peu l'ESG, puisque souvent l'ESG, on va y revenir, mais les gens doivent comprendre que quand on parle de l'ESG, c'est les éléments extra-financiers. Donc, extra-financier, c'est tout élément au niveau de l'environnement, au niveau du social, au niveau de la gouvernance, au niveau de la société, qui vont me mettre à mal. Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui qui ont vocation à venir saboter quelque part ma performance financière. Et ça n'a peut-être rien à voir avec aujourd'hui la capacité de l'entreprise à générer ses flux financiers, mais c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur. Une fois qu'on l'a vu, ben, on anticipe autrement comment aujourd'hui les valeurs, le système de valeurs sont créés au travers de mon portefeuille, par ricochet, au travers aussi de mon business model en tant que banque. Et c'est cela qu'aujourd'hui, dans le reporting bancaire, puisqu'on en a discuté lors du précédent webinaire, qu'aujourd'hui, on n'a pas l'info. Oui, alors, une des notions qu'on comprend bien dans ton discours, c'est que tu appelles à redéfinir finalement la notion de performance financière avec une horizon d'analyse beaucoup plus long, le fait que on soit sur du prospectif, parce qu'effectivement tout à l'heure quand on parlait des analyses impact, risque, opportunité, il y a la logique de évaluer les risques actuels mais aussi les risques potentiels. Donc il y a cette dimension prospective là qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, surtout sur des horizons très longs. Si on prend le risque physique, on est sur les BA nous parlent entre des projections entre 10 et 80 ans. Alors, comment on va procéder? Quels seraient les nouveaux critères à prendre en compte pour réconcilier cette notion de la performance financière sur du temps long? Déjà, il faut, comme j'ai dit, prenons l'horizon déjà 2 ans. 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé quels sont les éléments? Alors, lorsque je fais mon analyse financière, c'est de se dire quels sont les éléments extra-financiers dans les 2 dernières années qui ont pu influencer l'entreprise et quels sont les éléments extra-financiers dans les 2 prochaines années qui pourront aujourd'hui mettre à mal la performance financière de l'entreprise. Et c'est ce regard qu'il faut changer. Parce qu'avec un moment où on va pouvoir avoir des résultats, déjà comprendre comment ces éléments ont eu lieu dans le passé. Ben aujourd'hui, on sait que très bien qu'aujourd'hui, avec tous ces facteurs, on ne peut plus regarder juste derrière pour pouvoir prédire le présent. C'est de se pouvoir comprendre ces mécanismes
Et au travers de cette compréhension, développer un peu le regard forward-looking qui va me permettre de voir et d'anticiper dans le temps, comme on a vu aujourd'hui, hein, d'anticiper aujourd'hui les problématiques qui vont faire que demain, d'ici 2 ans, d'ici 1 an, comment cette entreprise va réagir par rapport à cette situation. Et c'est cette compréhension qu'on va pouvoir avoir dans un système de rémunération, puisque ça veut dire qu'à un moment, ces indicateurs mixtes vont imposer de ne plus se contenter, par exemple, de regarder de la même manière, on va dire, quand on va regarder un bilan d'une entreprise, si je fais un investissement, ben je veux pas regarder que le bilan, par exemple, parce qu'ils vont sortir là, de 2024. Qu'est-ce que je vais aller regarder, par exemple, pour calculer mes ratios financiers? Je vais aller regarder dans nos horizons de 2 ou 3 ans pour voir comment aujourd'hui l'entreprise a performé sur différents éléments de sa situation financière. Et ben pareil, tous ces éléments que je collecte, comment aujourd'hui je peux venir les compléter pour savoir, mais au-delà de dire que la personne a eu des difficultés au niveau de ses comptes de charge, mais quels sont ces éléments, les facteurs sous-jacents qui ont fait que on est arrivé à cette situation. Donc du coup, ça ouvre les cloisons sur la façon dont même les ratios financiers peuvent être interprétés tels qu'ils sont mis là et à remettre dans un contexte, puisque du coup, on essaye au-delà du ratio financier avec l'interprétation. Aujourd'hui, on est vraiment dans une recherche de cause à effet pour comprendre au fait comment on est arrivé là, pour pouvoir anticiper. Et forcément, lorsqu'on va pouvoir faire des systèmes de rémunération, on pourra aussi s'adapter aux objectifs en se disant qu'aujourd'hui, par exemple, si je suis risque averse, ben, quels sont aujourd'hui les éléments que j'aimerais être sûre et certaine quand même, avoir un minimum d'assurance que l'entreprise a pris en considération pour me garantir que dans 2 ans, dans 3 ans, effectivement, elle a préservé au mieux sa valeur. Et quand on demande aux banques pouvoir de les intégrer aussi dans leur système de rémunération interne dans la banque, ben sur quoi je me positionne? Donc, les personnes qui disent parfois qu'un rapport de durabilité peut être mis à jour peut-être tous les 2 ans, quelque part, ils n'ont pas tort, puisque simplement, on a vu qu'il y a ce décalage temporaire qui va être effectué. Et donc, aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre ces mécanismes qui sont souvent à moyen terme, ça j'insiste, hein, c'est vraiment, on est dans un horizon au mieux 1 an, mais encore c'est assez court, de 2 à 3 ans pour réellement commencer à mesurer la performance des éléments extra-financiers ou les risques qu'ils engendrent sur la valeur globale de l'entreprise. Et donc, où est-ce que je me situe? Comment à l'instant T, j'intègre ça dans mon analyse financière et comment j'anticipe cela est aujourd'hui une façon dont on doit repenser les évaluations en façon des indicateurs de performance, puisque demain, encore une fois, on est dans une logique de prise de décision. On est dans une logique d'être averse au risque. On est dans une logique de risk mitigation. Et ben, dans tout cela, ça veut dire que je dois avoir des éléments quantitatifs, qualitatifs, certes, dans un premier bord, mais surtout quantitatifs pour pouvoir quantifier les risques, les gains ou les pertes. Voilà. Et c'est ça qui va nous casser les cloisons, pardon, excuse-moi, du reporting ESG, puisqu'aujourd'hui, on a des reporting ESG qui, pour beaucoup, ne nous emmènent pas à cela. Alors, certains pourront objecter que c'est un peu plein de bons sentiments, hein, Fabienne. Est-ce qu'effectivement, avoir des indicateurs de performance qui réconcilient la durabilité avec la performance financière, on peut être d'accord sur le papier, mais c'est que ces indicateurs, parfois, n'ont pas un poids très significatif sur la performance financière de l'entreprise. Et c'est un peu sur cette base de ce raisonnement-là que certains disent, par exemple, qu'ils nous ont privilégié que la matérialité financière, un peu rapidement accessible et non pas la matérialité d'impact. Alors, comment répondre à cela, Fabienne? Est-ce que c'est plein de bons sentiments, ce que tu nous expliques là? Ok. Alors, aujourd'hui, il faut voir quelle est la réalité, la traduction qu'il y a derrière. Alors, si on regarde certains bilans ont eu aujourd'hui des gains simplement parce qu'on a réduit les charges. Okay. Et de ce fait, ou de cette réalité un peu troquée qui peut y arriver, ça veut dire qu'à un moment, on atteint un peu les limites, puisqu'au final, on arrive opérationnellement
à vous perdre une certaine capacité qui ne sera pas remise. Et dès que l'entreprise fait face à des éléments perturbateurs, des entreprises aujourd'hui, on a vu qu'il y a pas mal des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Aujourd'hui, on va parler de concurrence, on va parler de compétitivité, mais aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les socles de l'économie qui aujourd'hui sont garantes de l'activité des entreprises? Donc, lorsqu'on parle de ces facteurs, à un moment, ce n'est pas pour faire joli, puisque quelque part, n'oublions pas, il faut le remettre dans le contexte de la résilience. Et qu'est-ce qu'on attend par une entreprise qui est résiliente? Et si je suis résiliente, ça veut dire que je dois faire face à différents styles de changement qui peuvent arriver dans mon environnement économique et qu'aujourd'hui, j'ai les reins solides pour pouvoir passer et faire autre. Donc, ce qu'on demande, ou ce qu'on préconise ici, ce n'est pas simplement et vraiment de quitter des indicateurs pour des indicateurs, et là, vraiment, on n'est pas dans une logique du reporting, mais de se dire aujourd'hui où, dans quel élément la résilience de l'entreprise est mise à mal. Et cela, ça doit être dans une logique de la stratégie, que ce soit par les organismes de décision de l'entreprise, que ce soit par les partenaires comme les banquiers et les investisseurs. C'est aujourd'hui de pouvoir se repositionner au travers d'un raisonnement qui se veut de la recherche des éléments qui peuvent soit amplifier la résilience de l'entreprise ou de la mettre à mal. Et ça, forcément, ça va pouvoir être effectué au travers de ce qui est réellement important pour l'entreprise. Ok. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. On va répondre au fil de l'eau par rapport à tous les points qui sont présentés par Fabienne. Fabienne, pour pouvoir mettre en place des indicateurs et mesurer la performance, il faudrait les intégrer dans le business model sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, comment procéder? Alors, aujourd'hui, donc, lorsqu'on va pouvoir parler forcément, là, on a parlé de la résilience, mais de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire le modèle de résilience d'une entreprise? Parce que là, forcément, on l'aborde dans le contexte d'une banque. Mais aujourd'hui, lorsque la banque, elle investit au travers de différents secteurs d'activité, la problématique aujourd'hui est d'avoir les données qui sont assez comparables les unes des autres, chose qu'on n'a pas, où on peut, pour un indicateur dans un secteur, dans une entreprise, comparer un secteur, déjà les entreprises du même secteur, et puis les entreprises d'un secteur à un autre. Et cette vraie problématique aujourd'hui de la définition des indicateurs ESG et de leur traduction dans tout ce qui est impact financier va faire qu'aujourd'hui, à mal, il est très difficile de pouvoir les intégrer dans les modèles de notation que les banques utilisent, par exemple, aujourd'hui pour un scoring de crédit. Parce qu'au final, ça veut dire que pour moi, piloter, si j'ai X entreprises du même secteur dans un portefeuille et que X entreprises me calcule de façon différente un ratio carbone, au final, moi, je me base sur quoi en tant que banquier aujourd'hui pour pouvoir définir l'impact financier de cela. Donc, il est assez important aujourd'hui de cette harmonisation, puisqu'au final, on va avoir une multiplicité des données, on va avoir une multiplicité des questionnaires RSE, on va avoir une multiplicité des standards, mais la majorité d'entre eux ne vont pas jusqu'au bout de raisonnement, arriver à se dire, voilà, aujourd'hui, pour tel indicateur, pour telle problématique, quel par exemple serait l'impact réel, concret au niveau d'une activité économique d'une entreprise, au niveau de son bilan, au niveau de son compte des résultats. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait, on va demander aux gens de reporter, mais en termes d'intégration, en termes d'interprétation, il n'y a pas aujourd'hui un standard qui peut venir vous donner des éléments, des pistes sur comment intégrer, comment interpréter ces données ESG.
Alors, il est certain hein, que le manque de standardisation et d'harmonisation des méthodologies et des métriques est un vrai problème. Alors, est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, Fabienne? Quel est l'état des réflexions et des initiatives internationales sur ce sujet? Est-ce qu'on est vraiment à sec ou alors on a quand même des référentiels ou consensus sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'ils sont largement utilisés pour pouvoir justement faire cet exercice? Ben, aujourd'hui, et c'est là où la question, elle est assez pertinente, je peux dire, puisque tout justement où on s'attendait à voir les spécificités sectorielles, puisqu'encore une fois, je dois pouvoir interpréter des indicateurs ESG, puisque sinon il n'y a aucun moyen que je les intègre dans un modèle de crédit, dans un modèle d'investissement, si je parle dans la casquette pur investisseur, si aujourd'hui cet indicateur n'a pas la même signification dans le secteur par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport au type de leur business model. Parce qu'à un moment, je ne pourrais pas comparer, je ne pourrais pas évaluer. Or, aujourd'hui, comme je le disais, on parle d'alignement, on va nous parler d'alignement de l'EFRAG, de SASB, on va nous parler de l'alignement de GRI et consorts, mais aucun de ce standard. Alors aujourd'hui, il y a déjà le SASB qui est déjà beaucoup plus dans une segmentation sectorielle. On a le GRI qui a commencé un peu. Le FRAG s'est dit qu'ils vont s'arrêter puisqu'aujourd'hui, on va rester au niveau de secteur agnostique. Donc, alors que la logique serait tout justement d'arriver à cette déclinaison sectorielle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des clés d'interprétation des données ESG par rapport à des réalités de chaque secteur. Et donc, si moi, aujourd'hui, quel est le consensus qui va être fait au niveau de pilotage du portefeuille pour pouvoir déterminer, parce qu'on va se retrouver dans le cas où chaque banque va pouvoir définir ses seuils, va pouvoir définir son niveau d'interprétation, son niveau de matérialité et son niveau de prise de décision. Donc, encore une fois, on va avancer sans consensus réel au niveau du secteur. Donc, pour nous aujourd'hui, et c'est quelque chose d'important qu'on met on met en amont, c'est que de revoir les processus de reporting avec ces éléments factuels, puisqu'au final, si les informations y étaient, on allait pouvoir les avoir au niveau des rapports CSRD. Alors, soit les informations n'ont pas été données ou bien ils vont être données l'année prochaine. Mais factuellement, aujourd'hui, quelle est aujourd'hui l'interprétation qui peut être mise? Quels sont les seuils aujourd'hui du tolérable, du non tolérable? En quoi je considère que je consomme plus, que je consomme moins? Et en quoi aujourd'hui je peux dire que cela a un impact positif et négatif? Où est-ce que je mets le curseur? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Et cela, en fait, ne peut être mis qu'on regarde certains éléments qui considèrent les spécificités d'un secteur d'activité. Et c'est là qui va faire que tout justement, on pourra les intégrer au modèle des risques des banques, puisqu'au fait, nous allons avoir exactement un peu comme aujourd'hui pour les provisions, on pourra aujourd'hui définir, par exemple dans les normes comptables, des seuils où on va estimer qu'en texte celui-là, il est du douteux, bien il n'est pas du douteux. Pareil, au fait, cette logique, il faut aller jusqu'au bout, et cette logique, il faut commencer à la mettre en œuvre maintenant. Sinon, on a des reportings qui sont jolis à lire, mais au final, qui ne vont jamais driver aujourd'hui une prise de décision économique, en fait. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'étape de l'analyse sectorielle dont tu parles n'est pas systématique pour l'instant et elle est peut-être même compromise avec le projet Omnibus. Oui, effectivement, oui, effectivement. Et donc, aujourd'hui aussi, l'idée de se dire quelque part, si on reste que sur le secteur financier, aujourd'hui, je suis désolée, ce n'est pas aux banques. Il faut qu'on soit logique avec ça. Si aujourd'hui on veut alléger, on veut simplifier, d'accord, mais et que quelque part aussi il y a déjà des voix qui disent mais au final on va demander aux banques un peu, c'est comme si je dis à un chirurgien, vous allez opérer à cœur ouvert, mais vous n'aurez pas de monitoring, il n'y a pas eu de prise de sang, et vous devez opérer du cœur de quelqu'un. Bon, alors typiquement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, aujourd'hui, on va demander aux banques de driver l'économie, de les financer, et typiquement, on vous dit, ah oui, mais attention, ces informations, oui, mais il faut pas, ça c'est niveau simplifié, il faut vous arrêter là. Très bien, mais les banques ont besoin des éléments concrets pour aujourd'hui piloter et intégrer
tous ces éléments dans le processus de risque. Donc, il faut quelque part qu'on soit aussi juste, puisque quelque part, il y a l'élan a été mis en œuvre lorsqu'on a parlé de l'EFRAG, en disant que voilà, aujourd'hui, on ne pouvait pas laisser les éléments juste en termes de pilotage de rating extra-financier des gens qui sont vendus cher, avec souvent des méthodologies assez opaques, et on devait juste croire le rating sur parole pour prendre la décision. Il fallait avoir un moyen où il fallait avoir accès à l'information, et ça pouvait être le fait qu'au travers que les entreprises publient ces informations qui seront utiles tout justement aux différentes parties prenantes. Donc, une fois que cela a été enlevé, comment veut-on que les banques aujourd'hui puissent les intégrer et financer, avoir des modèles, des business models durables en les intégrant dans leur politique d'octroi de crédit ou d'investissement. Donc, c'est là aujourd'hui où c'est un grand enjeu, et aujourd'hui, ben, forcément, on termine avec des templates du pilier 3 qui font 4 et 5 pages, mais c'est derrière, c'est une vraie expérience intellectuelle que de lire les tableaux du pilier 3. Déjà, entre l'information qui est manquante, entre on ne sait pas comment la mesurer, 4-5 pages, je suis désolée, on prend un pilier 3, dites-moi, on prend quelle décision par rapport aujourd'hui au template du pilier 3? Alors, il y a de nombreuses lacunes, hein, Fabienne, dans le pilotage et la gestion opérationnelle de la banque en matière de risque ESG. Il s'agit notamment des stress tests, des comités risques, des modèles de risque. Alors, d'où vient le problème? Ben, alors, aujourd'hui, le problème, si je peux dire, c'est que vraiment, c'est la conception. Et sûrement, ce webinaire est adressé principalement aux acteurs du monde financier, principalement les banques, puisque aujourd'hui c'est le focus qui a été fait, mais après qui peut être extrapolé dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est cette notion de qu'est-ce que je comprends en termes de facteurs de risque et la matérialisation en termes de risque, en fait. Parce que il y a cette confusion qui persiste, et là, c'est ça que j'ai dit, je veux faire des tas de rapports de 500, 300 pages de durabilité, mais avec une pertinence, parce que aujourd'hui, ou des éléments quantitatifs que je veux pouvoir collecter, un peu comme on a parlé du pilier 3, mais sans pour autant avoir une prise de décision forte qui peuvent être justifiées. Et ça, aujourd'hui, ben, on a un peu du hors modèle qui va faire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être intégrés dans les systèmes d'information risque des établissements bancaires. Et ça aujourd'hui, cette vision de comment on intègre ça au travers des tests de résistance, comment on intègre ça en termes de due diligence, comment on intègre ça en termes des politiques d'octroi des crédits, des politiques d'investissement, c'est le gros travail qui devait être fait en amont au niveau du secteur bancaire. Alors, on va dire qu'il y a eu l'urgence. Il y a eu l'urgence du reporting, il fallait reporter. Mais en parallèle, aujourd'hui, d'accord, on a fait les premiers reportings, on a vu le résultat que cela a donné. Ben, il est temps, à un moment, de se poser les questions et de se comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et aujourd'hui, comment on va faire. Puisqu'à un moment, les facteurs de risque ESG, je peux écrire une bibliothèque dessus. Mais cette capacité de pouvoir les traduire en risque, là, ça devient autre chose. Et il y a donc cette confusion où on va parler des tables et souvent on va voir dans les tables de matérialité, je les vois souvent, on va mélanger les facteurs des risques, les risques, bon, on se dit, bon, peut-être ça fait joli, puisqu'après, bon, il y a les indicateurs, oui, il y a telle problématique, il y a tel data point, mais à un moment, tout est mélangé, quoi. Donc, on voit pas l'effort qui a été fait pour déjà définir que ça, en fait, c'est un facteur de risque. Ça, c'est un risque avéré puisque je peux le matérialiser déjà au niveau des finances et ça peut être avéré, comme on a dit potentiellement, avoir un impact. Et puis, par la suite, une fois que c'est fait, quelle est l'exposition? Quel est l'impact à court terme? Quel est l'impact à moyen terme? Donc, on a vu ce versus de, par exemple, impact direct lorsque je suis dans une bonne activité propre pour une banque, et puis versus impact indirect qui est par rapport à mon portefeuille, et puis l'exposition qui va derrière. Par exemple, ce genre de segmentation, je l'ai pas encore vu.
je veux dire, je l'ai pas Alors, encore. on a la question de Léla, hein, donc elle dit aujourd'hui le maître mot c'est la durabilité en termes de finances, de gestion des risques. Donc, quid de l'intégration des performances et du PNB par activité et voilà. Donc, comment faire pour avoir une approche un peu ligne à ligne pour intégrer finalement la durabilité dans la performance? Mais en fait, c'est toute même la notion de la durabilité qu'il faut aujourd'hui comprendre. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui de résilience. Parce que la durabilité, si on parle de la durabilité, c'est quelque chose qui dure dans le temps. On va dire, je mets des modèles économiques, en tout cas de manière saine, on va dire, prenons la définition basique de la durabilité, qui prend en considération, donc j'utilise des exploitations, mais qui prend aussi en considération les besoins des générations futures. Oui, mais dans mon entreprise, ça se traduit en quoi? Quand on parle d'une durabilité dans notre entreprise, c'est sur quels éléments que je dis que mon business model, mon système de génération de cash flow, il est durable. Parce que en fait, c'est ça les questions. Je ne pars pas des ODD. Je pars aujourd'hui en prenant en compte de mon business model, de mon bilan, de mon PNL, et je me dis, ben, je veux que ce modèle soit persistant dans le temps, résilient dans le temps, qu'il y ait des éléments financiers, extra-financiers qui peuvent arriver aujourd'hui, puisque la vie d'une entreprise ne sera pas un long fleuve tranquille, qui vont perturber, et au fait qu'il y aura des faits que moi-même aussi, en travers de cette activité, je veux pouvoir générer des externalités négatives. Donc, je veux déjà gérer les externalités négatives, je veux pouvoir déjà assurer que mes cash flows sont sereins dans le temps, et surtout, si je peux bien, aussi générer de l'impact positif. Ben, en fait, donc, du coup, il faut parler de la durabilité au sens même clé de l'activité d'une entreprise. Donc, ça Et donc réconcilie là, avec le point de Léla. ah ben oui, sinon, on a les jolis logos des ODD et on est en 2030 bientôt. Hein? Et Donc, une des premières solutions que tu proposes, Fabienne, c'est l'intégration du scoring ESG dans les modèles de risque des crédits, notamment parce que nous sommes des établissements de crédit. Est-ce que tu peux développer ce point et quelle serait la difficulté de cet exercice? Ben, aujourd'hui, c'est ça que j'ai un peu voulu dire dans le niveau opérationnel. C'est vraiment, et il est important de pouvoir comprendre les causes potentielles pouvant affecter une entreprise et les risques financiers liés à l'exposition de ces facteurs ESG. Donc, on a dit quelque part que la matérialité à impact, c'est une matérialité financière différée dans le temps, parce que ça veut juste que dire que moi, quand je prends les causes potentielles, j'en ai de tous bords et ça fait de sens. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de ma chaîne de valeur, que ce soit avec les parties prenantes que j'intervienne, que ce soit la réglementation, j'en ai de tous bords. Donc, au fait, l'ESG, c'est juste de se dire que j'ai des facteurs qui viennent un peu de partout. Simplement ça, ok? On les a réduits à ESG avec le slogan qui fait joli pour appeler, mais typiquement, ça vient de partout. Ça peut être des problèmes géopolitiques. Tout va entrer. Eh bien, il y a une chose qui est de se dire, par exemple, j'ai une faiblesse en termes de diversité managériale. Et là, on a des jolis rapports qui vont nous dire le nombre de femmes dans les comités, dans les ceci, dans les comités de direction. Bon, ça fait joli, ça fait écrire, ça fait... voilà. Mais après, mais précisément, si j'ai pas ces femmes dans mon comité de direction, ça change quoi? Quel est l'impact réel financier qui vont arriver? Et c'est là qu'il manque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut me chiffrer? Est-ce que avoir 3 ou 4 femmes dans des postes de direction, ça va changer quoi au niveau de mon PNL, au niveau de mon profit, au niveau de mes résultats, au niveau de mes charges? Après, il faut creuser la dynamique. Parce que la dynamique qui est derrière, si moi, aujourd'hui, c'est un exemple que je donne, si dans mon comité de direction ou tous les top level, des femmes qui arrivent là, c'est des femmes qui viennent ailleurs, parce qu'elles viennent de certaines compagnies, quel est le schéma que moi je donne? Quel est le message que j'envoie aux femmes qui travaillent en interne depuis longtemps? Ça veut dire qu'au fait, vous n'êtes pas assez bonne, que quand on ouvre un poste de direction, ben, on doit aller trouver quelqu'un d'externe qui va arriver. Alors que j'ai dans mon entreprise des gens qui ont travaillé 20 ans et qui se sont donnés et que voilà, aujourd'hui, on va dire, ben, elles n'ont pas l'étoffe aujourd'hui pour ce genre de poste. Mais OK, mais quelle formation on a mis?
quel accompagnement, quel coaching on a donné à ces femmes. Parce que ce qui va te faire sens, c'est le parcours que l'entreprise va faire pour dire aux personnes, ben nous, on veut plus des femmes de responsabilité, on va créer dans les postes de responsabilité, on va créer des parcours en interne pour qu'il y ait un vrai parcours de carrière. Et ça, c'est combien le taux de retention des femmes qui se disent, ben moi, je peux rester dans cette entreprise et que je peux me projeter. Ça, c'est un chiffre concret. Ça, le taux de satisfaction aujourd'hui, de projection aujourd'hui de mon personnel féminin, comment elle se projette dans mon entreprise, ça a un sens. Qu'un taux de se dire, on a 4 femmes au bord, bon, d'accord, si ça fait la parité, ça fait joli. Donc, encore une fois, c'est ça, puisqu'au final, qu'est-ce qui va arriver, Evelyne, et merci pour la transition avec le modèle des risques, puisqu'à un moment, c'est ça. En termes d'établissement de crédit, finalement, je dois pouvoir comprendre, classifier ces indicateurs, ces risques, en tout cas pour que ce soit un risque de durabilité. Je crois que j'ai assez insisté pour dire qu'il faut une matérialisation financière. Il faut pouvoir quantifier financièrement ce risque tant qu'il n'a pas été fait, ou ce gain, tant qu'il n'a pas été fait, c'est un facteur ESG, c'est un facteur de risque. Okay? Donc, il faut bien distinguer. Donc, risque de durabilité, c'est que je peux déjà quantifier financièrement le gain ou la perte. Maintenant, cela va jouer un rôle, puisque lorsque je parle de mes modèles de risque, qui sont des modèles assez quantitatifs, c'est qu'à un moment, je dois pouvoir savoir ce facteur ESG ou ce risque de durabilité, quel est son lien avec ma probabilité de défaut. Comment cet élément aujourd'hui va pouvoir interférer par rapport à la probabilité que l'entreprise fasse défaut. L'autre chose, on va pouvoir voir le lien qui pourra exister avec le capital économique, avec cette capacité de générer des cash flows. Quel est aujourd'hui cet facteur de risque? Comment aujourd'hui cela va impacter de façon concrète? Et c'est des effets de causalité. Et là, je pourrais chiffrer, et ça veut dire qu'à un niveau de il y aura un niveau de priorité, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de pouvoir intégrer l'ensemble des facteurs ESG, l'ensemble des risques de durabilité dans les modèles Kant. Eh ben, je veux planifier des seuils en disant que sur tel indicateur, je l'estime assez significatif pour pouvoir impacter la probabilité de l'entreprise, de défaut de l'entreprise, ou je l'estime assez significatif pour déjà avoir eu à impacter la capacité de l'entreprise à générer des cash flows. Et c'est là, sur un peu ce modèle hybride, qui va faire sens aujourd'hui d'avoir des coefficients qui pourront être aujourd'hui, on peut avoir aujourd'hui combien de facteurs, des coefficients qu'on a lorsqu'on fait la PD. Et voilà que je peux aujourd'hui quantifier des coefficients qui vont en fonction de la consolidation de ces différents éléments pertinents qui va venir effectivement être injecté dans un coefficient qui sera marqué, par exemple, le coefficient ESG et qui va soit à la hausse ou à la baisse venir impacter la PD, en fait. Et là, on est dans du concret. Alors, il y a Léla qui réagit par rapport à l'exemple que tu as pris, Fabienne, sur le rôle des femmes dans les conseils. Donc, elle dit, ça change qu'elles sont sensibles aux soucis des différentes ressources, entreprises, famille, contrat de famille, santé et évolution de carrière. Ce sont des défenseurs de changements structurels, absentéisme, motivation. La difficulté, par contre, réside sur la méthodologie de quantification de ces éléments. Oui. Et je crois quand même que le point de Fabienne, c'était pas de remettre en cause le fait qu'on doit avoir des femmes dans le conseil, mais c'est de comprendre que ce n'est pas un exercice de conformité pour ticker des box, mais de vraiment pouvoir qualifier la valeur ajoutée qu'il y a à avoir plus de parité dans un business, dans un conseil par rapport à avoir un conseil qui serait très uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est que il y a eu un malentendu général dans la logique dans laquelle on déploie l'ESG dans les banques, c'est le fait que ça a été présenté comme un exercice de conformité. Il y a une nouvelle contrainte réglementaire, il faut atteindre un certain nombre de ratios, il faut appliquer et présenter les plus beaux ratios possibles. Et donc, on l'a fait sans vraiment rentrer dans l'essence de l'exercice, qui est vraiment le risk management, de comprendre que en fait, ce n'est pas juste pour ticker le boss comme quoi on a une parité dans le conseil, mais c'est vraiment de dire qu'en fait, c'est une création de valeur
qu'on va attendre par rapport à la situation peut-être statu quo actuel, d'intégrer plus de parité dans le conseil. Donc, c'est d'abord un exercice d'optimisation de stratégie, de risk management et pas un exercice de conformité. Est-ce qu'on, Voilà. je paraphrase assez bien ton propos, Fabienne? Et si je veux dire, c'est pas le problème des 4 femmes, parce que 4 femmes dans le conseil de bord, oui, ça fait la diversité. Comme vous avez dit, tous les gains sont là, vous avez dit. Mais pour moi, je vous demanderais combien aujourd'hui de jeunes filles dans l'entreprise se projettent elles-mêmes dans le conseil de bord. Combien de femmes, de jeunes filles aujourd'hui dans l'entreprise vont se dire, oui, j'ai un parcours dans cette entreprise qui va me permettre demain, moi aussi, d'atteindre. Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que je peux avoir 4 femmes, oui, diversité, mais si dans l'entreprise, les jeunes filles se disent, ben moi, ici, dans ma carrière, je ne peux pas, je n'arrive pas à avoir des postes de management, je n'arrive pas aujourd'hui à avoir des postes qui m'épanouissent, ben c'est quoi? Et surtout, comme j'ai dit ici, c'est 4 femmes viennent purement de l'externe. Donc, on a pris des profils externes, on a mis là. Quid du message qu'on envoie à toutes celles qui sont dans l'entreprise depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est le regard de celles qui sont dans l'entreprise, de comment elles se projettent. Parce que c'est cette fidélisation, c'est pas parce que tu as pris quelqu'un d'externe que tu as mis dans le comité, mais aujourd'hui, c'est en quoi mon entreprise met des parcours qui vont me dire que demain, moi aussi, je peux avoir des postes de responsabilité. Parce que c'est là le vrai gain. Parce que c'est là la vraie... Oui. Il faut aussi chiffrer le coût à ne pas faire. Et pas simplement le fait de dire je respecte des ratios, c'est de dire qu'en fait, c'est un levier de valeur ajoutée, de création de valeur, que de rentrer dans l'essence de l'exercice, en fait. Là, Fabienne, sur cette analyse, tu nous parles de définir une grille de matérialité ESG. Et finalement, on va dire, mais comment on fixe les seuils? Comment on va définir ces seuils-là, sachant que souvent la difficulté qu'on a souvent avec ces seuils de matérialité, c'est que c'est souvent chaque banque qui définit ces seuils avec comme conséquence un risque de faible comparabilité d'une banque à l'autre et potentiellement de greenwashing. Comment on résout ce problème, Fabienne? Aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir, et forcément, on ne peut pas travailler en silo, et je ne pense pas aujourd'hui que cela est le facteur, soit puisse être mis sur les épaules d'une seule banque. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un effort commun à avoir. Il doit avoir cette transparence entre les banques et les régulateurs. Il doit avoir cette transparence entre les banques et leurs parties prenantes, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il faut comprendre que tout le monde a intérêt, en termes aujourd'hui de gestion de risque, en termes aujourd'hui de création de l'impact positif, de comprendre les mécanismes que ça se passe. Et donc, les banques peuvent apprendre les unes des autres, peuvent aujourd'hui, et aujourd'hui elles le font très bien, avoir des différents networks où aujourd'hui elles échangent des capacités dessus. Et encore une fois, on ne peut qu'aujourd'hui le faire en termes d'observation et d'anticipation. Donc, ça veut dire si j'ai déjà observé, comme je disais, cet horizon du passé de 2 ou 3 ans, en mettant en lien entre la performance financière et puis la survenance de certains événements extra-financiers, pouvoir me les projeter exactement comme on fait les stress tests du risque de crédit. Je vais avoir des éléments et puis je vais avoir des hypothèses que demain je veux pouvoir les stresser et voir comment mon portefeuille va arriver. Et ben c'est cette même logique qu'il faut adapter lorsqu'on parle des facteurs, des éléments extra-financiers. Ça veut dire qu'à un instant T, je veux commencer sur base de la collecte du passé à faire des anticipations, des hypothèses, et dans les 2-3 prochaines années, je veux pouvoir vérifier si ces hypothèses, si ces éléments se sont effectivement avérés. Et ça, je ne peux pas le faire dans un coin. C'est comme ça que je dis parfois ce consensus qu'il doit avoir au sein d'un pouvoir secteur, au sein d'une harmonisation de comment les entreprises reportent. Et voilà. Et donc, c'est vraiment, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout ça sur les épaules des banques. C'est vraiment une coalition qui doit avoir entre les régulateurs, les entreprises, les contreparties et les banques pour le meilleur de chacun, de comprendre ces mécanismes et d'en tirer meilleur profit, surtout en termes de risk mitigation, puisqu'on est surtout là pas pour reporter, s'il vous plaît. On est là pour gérer des risques, les anticiper, comprendre les expositions et avoir du risque résiduel le plus bas possible, puisque simplement, là, on arrive avec des secteurs d'activité qui seront juste plus finançables. Alors, effectivement,
On nous parle de impact, risque, opportunité. Là, jusqu'à présent, on a beaucoup insisté sur la partie un peu impact et risque, mais tu nous parles aussi, Fabienne, de la valorisation des impacts positifs. Cela semble assez complexe, hein, vu qu'on est sur une vision un peu long terme, que ce sont des méthodologies qui sont un peu matures. Comment procéder, en fait? Bon, la SFDR, on attend toujours la révision de la SFDR. On attend toujours la nouvelle classification. On a vu le déclassement, hein, du fonds article 9 qui beaucoup ont perdu l'étiquette article 9 pour se retrouver dans l'article 8. Mais alors, prenons exemple sur tout ce qui est fonds d'investissement social, impact, parce que quand même, ils ont été les précurseurs dans ce qui est l'intégration de ces éléments extra-financiers avec une recherche en plus de l'impact. Lorsqu'on parle d'impact aujourd'hui, c'est qu'au fait, il y a un moment, on doit passer du moment où on évite les externalités négatives, où là, on crée. Et comment on le mesure? Par exemple, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui Social Return of Investment, qui est une méthodologie qui a été appliquée pendant longtemps c'est une des méthodologies parmi tant d'autres, mais je donne une que j'affectionne principalement. Pourquoi? Puisqu'à un moment, quand on parlait du Social Return on Investment, c'est de savoir au fait quel était le gain au-delà, par exemple, du financement, lorsqu'on parlait des Social Impact Bonds, de se dire quel était le gain qui va arriver. Donc, aujourd'hui, je prends les cas d'une entreprise qui va aujourd'hui faire que, en termes de peinture, va éliminer de plus en plus des produits toxiques de ces peintures. Au fait, et quel a été, ok, donc là, on a déjà l'impact environnemental qui peut être fait, mais le contrepartie, ou le gain, pas le contrepartie, le gain, ça veut dire, mais quel était le coût des expositions des ménages à ce genre de peinture qui générait peut-être des inconforts, qui générait, aujourd'hui on a eu des cas parfois des cancers, qui générait aussi malheureusement, on a eu des cas des bébés qui ont été étouffés avec certaines émissions de ces peintures. Quels avaient été les coûts de l'usage de ces nouvelles peintures? Quel a été le coût social, les coûts sociaux de ce genre de peinture, qui fait qu'aujourd'hui, moi, au travers de mon produit, non seulement j'ai un produit positif, mais en fait, j'évite aussi qu'il y ait, par exemple, un coût additionnel en termes de sécurité sociale sur les problématiques des maladies qui ont résulté par rapport à ça. Et donc, ça veut dire que quelque part, je dois pouvoir moi-même comprendre ma logique d'impact. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, les fonds neufs, beaucoup sont tombés dans du greenwashing. Parce que quand on parle de logique d'impact, il y a des canevas, des standards bien définis en termes de mesures d'impact qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds article 9, et c'est là qu'aujourd'hui qui a fait du mal à l'ESG, puisqu'aujourd'hui, on voit un désintéressement des fonds ESG, mais au final, parce qu'au final, il y avait des grands problèmes de greenwashing, des grands problèmes en termes de monétisation d'impact réel, et donc ça veut dire qu'au final ça n'intéresse plus personne. Donc aujourd'hui, à un moment, l'idée de ne pas de jeter le bébé et l'eau du bain, mais de se dire aujourd'hui comment on intègre. Alors là, on a déjà la taxonomie avec les objectifs environnementaux, avec le do non finitatif arm, mais comment on va au-delà? Bon, on aura aussi la taxonomie sociale, je ne sais pas quand ça va sortir, plus principalement avec tout ce Protect Omnibus, mais déjà de se dire comment aujourd'hui, moi, je peux quantifier, une entreprise peut quantifier le gain de son produit pour la société. Voilà. Et cette performance peut maintenant venir un peu être réajustée. Au lieu d'avoir juste une performance typiquement financière, mais au-delà, un peu comme on fait pour le ratio, Evelyne. Tu vois, Evelyne, on a des fonds propres, on a des couches, on a des coussins. Pareil, on aura la performance financière et puis on va rajouter des surcouches en termes de gain d'impact. Comme ça, au moins, on intègre, oui, l'entreprise des performances financières, mais en plus de sa performance financière, je veux venir valoriser la performance non financière et puis ça va me faire des coussins. Voilà, un peu comme le ratio de solvabilité, voilà. Et c'est comme ça qu'on passe de 8 à 13.
Ce que tu proposes un peu révolutionne la notion même de création de valeur dans un monde quand même capitaliste. Hein. Donc certains peuvent trouver que c'est un peu utopique. Est-ce qu'il y a des réflexions internationales qui sont en train d'avancer dans ce sens? Est-ce que c'est une mainstream, c'est de penser qu'on va avoir une matérialité extra-financière, une performance extra-financière qui va s'additionner à la performance financière pour créer un tout et qu'on a une nouvelle notion de valeur ajoutée? Comment convaincre un conseil finalement de valider une stratégie qui va dans ce sens? Pourquoi c'est nécessaire et comment on procède? Parce que voilà, on est en train de changer un peu de paradigme, Fabienne. Oui, mais c'est toute notre valeur ajoutée, Evelyne. C'est de dire aujourd'hui ce qui peut et pourrait, franchement, avec tout ce qu'on a vu, améliorer les choses. Alors, moi, je suis partante. Alors, quand on parle du consensus un peu à l'international, aujourd'hui, il y a, comme j'ai dit, il y a des fonds à impact qui ont existé dans le temps, hein, qui est ce qu'on appelle les impact investors. Il y a eu qui ont été quand même été précurseurs de ce mouvement. Donc, quelque part, ils se disent aujourd'hui la réglementation parfois n'a pas intégré ces mécanismes aujourd'hui en termes de mesures d'impact qui étaient quand même nécessaires, puisqu'il y a un moment aujourd'hui dans l'intégration même par exemple d'un outil comptable, comment on va les valoriser, ces bénéfices sociaux environnementaux en euros, on doit pouvoir le faire. Parce que c'est cette valeur monétaire de l'impact aujourd'hui qui manque. Parce que sinon, je fais du bien, oui, j'ai créé de l'impact positif, mais comment je me distingue? Or que là, typiquement, on est dans un cas où non seulement que l'entreprise a travaillé pour réduire ses externalités négatives, mais en plus, elle a créé de la valeur à impact. Mais comment on le mesure aujourd'hui? La SFDR, comme on a dit, on attend la fameuse classification qui doit sortir. Et cette rentabilité ajustée veut dire quelque part aussi pour la banque. Alors, on va parler de green ratio, mais moi, je peux juste dire, si on parle de sustainable ratio, le sustainable ratio, il va être un moment où on va se dire, au-delà du contexte, puisqu'aujourd'hui, la taxonomie a parlé juste de do not finitative harm. Aujourd'hui, on classifie les articles, les fonds d'investissement en tant qu'articles, les différents 9, articles. 9, 8 voilà. et 6. Exactement. Ce qui va manquer aujourd'hui, c'est de se dire comment on a valorisé ça. Parce que c'est ça qui fait l'enjeu. Et quelque part, l'idée est d'éviter. Pourquoi je parle de cette surcouche de performance non financière? Puisque quelque part, la performance financière, les entreprises, les fonds d'investissement, les banques savent le faire. Ce n'est pas un secret pour tout le monde. Aujourd'hui, la transparence doit être mise sur comment on va évaluer cette performance non financière et comment on va monétiser cet impact. Ce processus existe. J'ai parlé, par exemple, du SOI. Il y a aussi, par exemple, Impact Projet. Il y a aujourd'hui des cadres qui définissent comment ont été aujourd'hui les investisseurs impact aujourd'hui travaillent pour monétiser l'impact qu'ils créent au travers de leurs fonds d'investissement. C'est juste qu'aujourd'hui, qu'un consensus doit être fait sur comment on va pouvoir les monétiser et pour calculer un peu ces dividendes social-environnemental et qu'on va pouvoir intégrer en surcouche, puisque ici l'idée est de laisser la transparence sur ce qu'on appelle la performance financière et de créer cette surcouche qui sera de la performance non financière. Et c'est là, forcément, on sait que dans un investissement, on pourra commencer à mesurer la performance non financière dans un horizon de 2 ans et dans un horizon de 3 ans. Et on évite franchement cet écueil du greenwashing. Et même plus long terme, hein, parce que on s'inscrit dans du temps long, et donc c'est ça qui va peut-être permettre de faire basculer les choses, parce que les investissements liés à la durabilité sont souvent coûteux, et il faut que quelque part on ait un retour sur investissement par rapport à ça. Sinon, quel est entre guillemets le coin comparatif qu'on a par rapport à ceux qui ne font pas l'effort? Et c'est pour ça aussi qu'il y a un débat qui, à mon avis, est issu d'un malentendu
malentendu quand on oppose la compétitivité avec la durabilité. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'on n'a pas compris que aussi cette durabilité est le levier de création de valeur monétisable en euros, éventuellement en dollars si on insiste. Et donc c'est cette étape-là qui manque et malheureusement on n'a pas assez de méthodologie aujourd'hui pour le faire. Mais ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est quand même une idée qui commence à devenir un peu mainstream, c'est pas marginal de commencer à réfléchir à la monétisation des externalités positives qui justifieraient donc un investissement un peu additionnel sur l'amélioration de sa matérialité d'impact au-delà du côté un peu bon sentiment ou du côté prévision dans le long terme. Oui, et la performance financière, elle sera pilotée comme aujourd'hui, là qu'on dit like business as usual. Et là, et on sera complètement aussi transparente sur comment je pilote et je drive la performance financière et donc non financière et dans quel horizon de temps je m'attends que cet investissement aujourd'hui pourra aujourd'hui avoir ce qu'on appelle soit un environmental return of investment ou un social return of investment. Mais elle sera transparente. Et c'est cela dont on a besoin. Alors, cette approche va découler sur la mise en place de plans de transition ESG crédibles. Alors, on est très poussé actuellement par quasiment la totalité des thèses réglementaires à mettre en place des plans de transition crédibles. Pourquoi les points décrits depuis le début de ce webinaire sont un peu un préalable à la mise en place d'un plan de transition pour ne pas basculer dans le greenwashing dont on parlait tout à l'heure? Déjà, on va voir que le premier point, donc si je dois faire un récapitulatif de ce qui a été, c'est déjà la différence temporelle entre aujourd'hui, qui peut avoir entre une mesure de performance via un ratio financier et un ratio extra-financier. On a vu qu'aujourd'hui, les ratios financiers ont des règles prédéfinies sur quel élément on doit prendre, comment on va le calculer et comment on va l'interpréter. Parce que c'est ça, les ratios financiers pour des ratios financiers sans avoir des règles d'interprétation, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la situation de la santé financière d'une entreprise, on va avoir une série des ratios qu'on va calculer pareil, qu'on va intégrer, qu'on va calculer à court terme, moyen terme, long terme. Ça veut dire que peu importe l'entreprise, j'ai la méthodologie qui est là. Et bien, c'est ça qu'on dit qu'aujourd'hui, en termes de ratio extra-financier, on doit pouvoir avoir la même approche. Et ça, c'est un consensus qui doit se faire à un niveau sectoriel, puisque quelque part, au niveau du secteur, je dois pouvoir le faire. Puisqu'une fois j'ai intégré cela au niveau de mes secteurs, de mon interprétation, ça va pouvoir me permettre aujourd'hui de quantifier et de pouvoir monétiser. Déjà, lorsque je parle d'une matérialité financière, quelque part, mon ratio va rejoindre simplement mes ratios financiers tels que je les connais. C'est juste qu'on a vu que la porte d'entrée a été soit une matérialité impact ou une matérialité financière. Et puis, pour ce qui est de la matérialité impact, elle peut aussi générer un autre type de ratio qui va être, par exemple, pour les ratios extra-financiers. Ça veut dire que cela, ça sera peut-être une monétisation, une valorisation de cet impact négatif, de cet impact positif, excusez-moi. Et ça, c'est typiquement des ratios qu'on peut avoir comme de social return on investment. On peut aussi avoir environmental return of investment. Et là, ça viendra un peu calculer la deuxième surcouche qui sera des ratios extra-financiers. Et tout ça, c'est cette capacité à l'intégrer dans le modèle de risque, à l'intégrer dans les processus d'investissement qui va faire que demain, lorsque je classifie mon fonds d'investissement, je veux parler de l'existant, qui est l'article 8, l'article 9 et l'article 8, 9, je vais pouvoir avoir des ratios de performance extra-financière qui pourra justifier à mes parties prenantes pourquoi j'ai considéré que cet investissement était de l'article 9. Chose qui a manqué. Et donc, vraiment, cette notion-là de plan de transition climatique est absolument structurante, puisque on doit en fait définir, expliquer pourquoi est-ce que nous, notre business model
et notre chaîne de valeur on va s'engager en tant que banquier dans cette trajectoire de décarbonation net zéro 2050. Et par rapport à ça, il faut qu'on puisse avoir une stratégie très fine, complètement intégrée à notre business model qui donne finalement la trajectoire de décarbonation. Et c'est pour ça on a insisté sur la notion d'approche sectorielle. C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait qu'il faut des KPI pour pouvoir mesurer à la fois les impacts, risques, opportunités avec des objectifs intermédiaires. Normalement, au moins tous les 5 ans, il faut qu'on ait des points d'étape à respecter. Donc, en fait, tout ce qu'on a développé depuis le début du webinaire, c'est vraiment la base de travail sérieuse et poussée sur l'ensemble du business model et la chaîne de valeur de la banque pour pouvoir faire un plan de transition qui soit complètement et 100% intégré à la stratégie d'entreprise. On a encore vu parfois des plans de transition un peu hors sol qui étaient déconnectés du plan stratégique ou du budget de la banque. Forcément que dans ce cas-là, ça va devenir du greenwashing parce que le plan stratégique et finalement le plan de transition, c'est presque la même chose puisqu'on est tous engagés dans cette trajectoire de net zéro, en tout cas pour toutes les banques qui sont au moins assujetties aux tests réglementaires européens qui nous somment de le faire ou alors qui se sont engagés volontairement à le faire. Donc, en fait, il faut sortir des cloisons, il faut vraiment faire le travail jusqu'au bout en ayant cette logique, comme mentionnait Fabienne, de aussi valoriser finalement les externalités positives qu'on fait pour pouvoir justement justifier la budgétisation de certains efforts, que ce soit à notre niveau en tant que banquier ou des efforts au niveau de nos entreprises. Est-ce que, Fabienne, cette synthèse te semble... Parfait. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous, parce que nous avons eu cette série de webinaires avec Evelyne. Donc là, on est presque la fin de juillet et puis ça sera les vacances. En tout cas, on reste disponible. Vous avez nos contacts. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous sur LinkedIn via l'adresse contact de la FGS. Là, on vous a servi pas mal de choses à boire et à manger. Forcément, il faut continuer à travailler. Il faut avoir des sessions de brainstorming. On est tout justement là pour pouvoir vous accompagner. Et voilà, il y aura encore les 2 derniers webinaires du mois de juin. Et voilà, nous attendons aussi vos retours. Donc, des pistes, si vous avez des pistes, des sujets, des thématiques. Nous, on a beaucoup, comme avec les premiers rapports CSRD des banques qui étaient sortis. Voici, avec Evelyne, on a un peu préparé ces 3 séries de webinaires pour creuser avec vous les questions, de décortiquer un peu ces premiers rapports CSRD des banques. Voilà. Donc, nous sommes aussi preneuses de vos remarques, preneuses de vos questions, de vos attentes pour peut-être préparer d'autres séries de webinaires pour la rentrée en septembre. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn, via l'adresse email de l'AFGES. Nous sommes là pour travailler ensemble et voilà. C'est un engagement qui me tient à cœur, qui tient Evelyne à cœur, au-delà de notre casquette de gestionnaire des risques. Voilà, mais nous avons l'engagement. Oui, effectivement, Bernard a souligné à juste titre que c'est lié aussi aux décisions politiques, évidemment, mais ça, effectivement, c'est un peu en dehors de notre champ de compétences parce qu'à ce niveau-là, on est complètement, on subit un peu la partie décision politique. Mais effectivement, c'est clair que c'est très politique la transition parce que c'est chaque État qui décide d'accélérer ou de ralentir. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci d'avoir participé, merci pour vos questions et vos interventions. Et donc, comme on a dit, cette présentation sera disponible en replay. Dans 2-3 jours, vous recevrez pour tous ceux qui sont inscrits le replay. Et après, pour les supports, encore une fois, n'hésitez pas à écrire à l'adresse contact@avges.com pour avoir accès au support. Et on est bien disponible. Et comme vous avez compris, on est un peu passionné par le sujet, mais je pense que c'est un sujet qui mérite effectivement qu'on y mette un peu les tripes. Merci beaucoup et très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.